Bonjour à tous, merci de vous joindre à Avis au féminin. Alors aujourd'hui, nous avons une jeune femme inspirante qui va nous partager son expérience liée à son stage à l'Institut de santé mentale ici à Montréal. Donc étudiante à l'Université du Québec à Montréal où elle fait sa maîtrise en travail social. Elle va nous partager justement ses stages où elle a eu à rencontrer différentes femmes. Donc je m'en vais lui dire bonjour. Je lui dis déjà bonjour à Alexandra. Bonjour, merci de me recevoir, Julien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté en fait l'invitation et bienvenue. Je crois qu'on aura beaucoup de fans aujourd'hui. On va essayer de parler de l'image corporelle de Oui, la femme, les standards de beauté dans notre société. Donc, parlez-nous un peu de cette expérience au niveau de votre stage à l'Institut de santé mentale plutôt de Montréal. oui, c'est à l'Institut Douglas Ok, en santé mentale, l'Institut universitaire. Puis j'ai fait un stage dans le fond de presque 6 mois en tant ok. que travailleur social. Ça a été vraiment riche, ça a été une expérience très humaine. Mhm. Souvent, on pense que les troubles alimentaires, puis moi, c'est principalement, ça touche les femmes, mais ça touche aussi les hommes, donc mais une majorité de femmes. Ok. Mais donc, durant cette expérience en stage, est-ce que vous avez eu, en fait, ou tu as eu, si vous me permettez de vous tutoyer, ça va changer de temps en temps, mais je dirais, est-ce que vous avez eu à interviewer de femmes, savoir quelles sont les causes, pourquoi justement elles se retrouvent euh, dans, dans cet hôpital, si je, c'est Ouais, un ouais, hôpital c'est un exactement? hôpital, ouais, Ouais. définitivement. Il n'y a pas de cause précise, en Ok. fait, mais il y a beaucoup de facteurs prédisposants. Ok. Euh, Par exemple, le fait d'avoir un tempérament anxieux, perfectionniste, obsessif, compulsif. Ok. Le fait d'avoir déjà aussi un trouble de santé mentale, ça peut être quelque chose qui favorise l'éclosion d'un trouble de santé mentale. Ok. Mais il n'y a pas de cause précise. C'est plutôt en fait une panoplie de facteurs mis ensemble qui font qu'avec le temps, le stress, Mhm. la personne peut développer un trouble de santé mentale. Ok. Donc la diversité, en fait, l'image corporelle, la diversité de, comment on dit ça, la diversité de corps, les standards de beauté, ces femmes-là, elles se retrouvent à avoir, je pense, c'est de troubles alimentaires. Parlez-nous un peu de ça, si on doit le définir, en fait, c'est quoi un trouble alimentaire, pour commencer? C'est exact. Dans le fond, c'est la clinique externe, l'Institut Douglas propose un programme des troubles alimentaires. Ok. Nous, on offre un traitement uniquement pour les gens atteints d'anorexie nerveuse et de boulimie. Ok. Euh, Dans le fond, un trouble alimentaire, c'est un trouble de santé mentale. Ok. Puis la personne qui est aux prises avec ce trouble-là a beaucoup de pensées obsessives, compulsives envers le poids. La prise de poids, en fait, elle a une phobie de prise de poids. Mhm. Puis elle peut être aux prises à avoir des comportements qui perturbent, dans le fond, l'alimentation, puis qui vont causer éventuellement un risque majeur pour sa santé physique Ok. à long terme. Euh, Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Ok. Est-ce que ça va avoir un impact par rapport à son image? Comment est-ce que ces personnes-là se voient? Comment est-ce qu'elles Oui, se regardent? c'est des gens qui ont une perception très négative de leur image corporelle. Ok. Souvent, ces personnes-là vont se voir de façon vraiment très hideuse, comme des déchets sur deux pattes. Là. C'est un peu triste à dire, mais c'est la souffrance à laquelle ces personnes-là vivent constamment. Certaines personnes peuvent même éviter de se regarder dans le miroir, vont éviter les miroirs, vont éviter de se faire prendre en photo. C'est des choses que j'ai entendues des patientes. Euh, donc, c'est ça, c'est des jeunes femmes qui ont vraiment, dans le fond, des distorsions cognitives. C'est ce qu'on appelle, c'est des pensées distorsionnées. C'est qu'ils n'ont pas une vision adéquate de la réalité. Ok. Puis ils vont faire toutes sortes de comportements pour contrôler leur poids. Ok. Il y a un peu Contrôler leur... de figures que nous avons, de figures féminines au niveau de stars, je pourrais dire. Et je crois qu'on a parlé de Kim Kardashian, si je me rappelle bien, Oui, où il y avait quand même de données par rapport à sa page. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si on peut juste se mettre dans ces contextes-là, parce que je me dis, est-ce que la pression, elle est au niveau de la société? Est-ce que les causes, en fait, voilà, les causes liées à cette maladie-là, c'est au niveau de la société? Est-ce que c'est un problème familial? Est-ce que c'est au niveau de... C'est quoi les causes, en fait? oui, en fait, la littérature scientifique suggère que le fait de vivre dans une société qui encourage une minceur extrême, encourager un mode de vie orienté uniquement sur le fitness, d'avoir des idéaux de beauté irréalistes, ben tout ça, veut pas, ça l'encourage, puis
c'est pas une cause, mais ça encourage fortement le développement de troubles alimentaires. Comme je te disais, Kim Kardashian, dans le fond, son compte Instagram, les personnes qui suivent son compte Instagram correspondent à la population totale du Japon. Donc, c'est ça, c'est son compte. À elle, elle verbalise une femme très sexualisée, une femme avec des faux ongles, avec... c'est ça, une image de la femme très définie. Puis, ce qu'on observe à la clinique, c'est que le fait de ne pas correspondre à ces standards-là sociaux, ça crée une grande souffrance puis une grande détresse. Parce que, veut pas, Kim Kardashian, elle a recours à la chirurgie esthétique, elle modifie son corps. Euh, puis c'est ça, donc il y a comme quelque chose qui est déformé là-dedans et qui va pas pro-diversité corporelle ou qui va pas dans un message qui est d'accepter le corps que nous avons, d'accepter qui nous sommes, comme nous sommes. Exactement. Donc, Mais comment est-ce que vous faites pour aider ces femmes-là à s'en sortir plutôt parce que je crois qu'il y a un problème au niveau de l'estime de soi. Parce que quand on a, je pensais à cela, je me disais le rapport, la relation qu'on a avec notre corps, voilà. Lorsque cette relation-là est biaisée, lorsqu'on n'a pas une bonne relation avec notre propre image, ça va influencer, j'imagine, notre manière d'être, la manière de percevoir même les autres aussi. mm-hmm. Et comment est-ce que vous faites pour aider ces femmes-là pour pouvoir s'en sortir, pour établir une bonne relation avec leur propre corps, avec leur image? Mm-hmm. Ben, nous, en fait, on offre un traitement par pilier qu'on appelle. Donc, c'est une intensité de service qui varie selon la sévérité du trouble alimentaire. Okay. Donc, à travers ce traitement-là, la personne va être rencontrée avec un professionnel de la santé. D'une part, donc, va avoir de la thérapie individuelle avec cette personne-là. Puis, d'autre part, en parallèle, elle va avoir des thérapies de groupe. Okay. Donc, c'est un espace de soutien où est-ce qu'il y a des concepts psychoéducatifs qui sont enseignés pour qu'on arrive à normaliser la nourriture, Okay. normaliser le corps. Donc, il y a comme un travail de thérapie qui est fait là, chez nous. Mais c'est juste à ce niveau-là, c'est vraiment plus, est-ce qu'ils sont enfermés? Est-ce qu'ils continuent à vivre leur vie comme ça ou vous les enfermez pour un temps pour justement développer ces rapports-là avec leur corps? Bien, ça dépend en fait, comme le traitement, l'intensité de service varie. Donc, on peut avoir des gens qui sont moins malades, qui vont avoir juste une rencontre, 2 rencontres par semaine, par exemple. Okay. Ensuite, si la personne a besoin d'une plus grande intensité de service, elle va venir passer toute la journée, elle va manger le déjeuner, le dîner, des collations entre, puis il va avoir des groupes de thérapie durant la journée. Okay. Si c'est pas suffisant, on peut alors aller vers l'hospitalisation. À ce moment-là, la personne va venir dormir, souper, manger. C'est vraiment un milieu de vie dans lequel elle va vivre le temps de quelques mois pour qu'elle puisse reprendre son poids ou dans le cas de maladies plus sévères. Donc, ça va dépendre, en fait. Mais non, c'est volontaire. C'est toujours volontaire, les services. Oui, même en fait, pour se faire traiter, pour commencer le traitement, même arriver à l'hôpital, la personne elle-même doit prendre la décision, être consciente de sa maladie et puis décider d'aller à l'hôpital ou c'est... Ouais, ben, oui, c'est ça. Oui, il y a des gens qui viennent nous voir ou qui en parlent à leur médecin de famille. Okay. Bon, là, je remarque, bon, les symptômes du trouble alimentaire semblent être là. Ça prend une référence du médecin. Puis, suite à la référence du médecin, elle est envoyée chez nous. Puis, Quels sont les symptômes, justement, si on doit parler des symptômes? Quels sont Phobie de prise du poids. Donc, Okay. une extrême peur de prise du poids, des pensées distorsionnées, des pensées orientées vers la nourriture, des comportements qui vont venir obsessionnels, dans le sens où on va mesurer le tour de taille, on va regarder les os s'ils sont là. Donc, tous des comportements qui visent aussi la restriction, donc le calcul du nombre de calories par jour. Je ne peux pas ingérer plus de 1000 calories par jour. De l'exercice compulsif, 3 heures, 1 à 2 heures d'exercice physique par jour, tous les jours. Puis la personne doit faire ces comportements-là pour diminuer son anxiété. Sinon, elle va rester très anxieuse, puis ça va être dans une anxiété vraiment de prise de poids. Je me sens grosse, je vais devenir grosse. Okay. C'est beaucoup ça. Est-ce qu'il y a moyen de le dire? Admettons, si j'étais dans une famille et que tu es une sœur, un frère ou une cousine vivait ou du moins à cette maladie-là, il y a moyen de le détecter? Ou, Oui et non. Okay. Le conseil que j'ai à donner, moi, peut-être aux gens
de l'entourage de la famille ou même de la personne, ça va peut-être être de ne pas hésiter à en parler. Ça peut être quelque chose de très difficile, peut-être très confrontant, mais des témoignages ou des paroles que j'ai reçues, moi, des patientes, c'est vraiment que vivre avec la maladie, ça peut vraiment être un cauchemar sur de plusieurs années. Donc, de ne pas hésiter à faire confiance à votre médecin, faire confiance aux professionnels qui sont là pour vous aider, puis qui veulent le bien, qui veulent le mieux. Selon ce que j'ai vu, les statistiques et tout, c'est comme si c'est une maladie qui est juste vécue, ou que dans des pays industrialisés, comme en Occident, dans des pays de tiers-monde, on ne retrouve pas cette maladie-là. Pourquoi en fait? La littérature scientifique, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a plus, ben, on soupçonne qu'il y a plus de troubles alimentaires, étant donné les causes que je vous ai données plus tôt. Mais il y a aussi, dans les pays dits industrialisés, il y a, c'est plus facile de faire des recherches. Il y a plus de recherches qui sont menées sur le terrain, donc on a plus de résultats. Okay. Versus dans d'autres pays où est-ce que la recherche est moins présente, donc on a moins de résultats, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça a un portrait juste de la situation. Okay. Mais c'est comme s'ils affirmaient, disons qu'on va plus retrouver cette maladie-là dans des pays chez nous, comme ça, ici, admettons, au Canada, aux États-Unis, différents pays industrialisés, comme je disais. Mais pourquoi affirmer si ça? Est-ce que c'est juste au niveau de données scientifiques? C'est parce qu'ici, on arrive à le mesurer, oui. à l'observer et puis voir. Oui, ça c'est vrai. Il y a aussi une étude qui a été faite dans les îles Fidji dans les années 60, avant l'arrivée de la télévision sur les îles. Ils ont recensé les femmes par rapport à leur image corporelle, comment est-ce qu'elles se sentaient avant l'arrivée de la télévision. Puis ces femmes-là disaient se sentir très bien, étaient en harmonie avec leur corps, il n'y avait pas de problème. Puis après, il y a eu l'arrivée de la télévision. Puis quelques années plus tard, ils ont refait un autre questionnaire, recensé la vie par rapport à la perception de l'image corporelle. Puis ils ont observé que, dans le fond, l'image des femmes était devenue plus négative envers elles-mêmes. Donc, comment est-ce que les réseaux sociaux, la télévision peut amener toute une autre problématique, peut ajouter, dans le fond, un facteur comment je pourrais dire, de risque. Oui, exact. Avoir en fait un rapport négatif parce que c'est vrai qu'on est tout le temps devant les réseaux sociaux et pourtant c'est pas un monde réel en fait. C'est un monde fictif, si je peux le dire ainsi. Et la plupart du temps, si nous remarquons un peu dans la société, beaucoup de femmes se définissent en fait par rapport aux images qu'on voit sur les réseaux sociaux. Notamment, on va parler de Instagram, on va parler de Facebook. Il y en a tellement aujourd'hui, il y a Snapchat aussi. Et je crois que c'est des plateformes qui ne sont pas mauvaises. Mais comment on aide les femmes? Parce que là, oui, c'est vrai, on parle de troubles alimentaires, mais en dehors de cette maladie-là, il y a aussi des personnes qui vivent, plutôt je dirais, euh, avec je ne sais pas si je pourrais l'appeler comme étant une pression au niveau de leur image personnelle où elles ne sont pas capables de s'accepter. Comment on fait justement pour aider ces personnes-là? Comment on fait pour parler aux femmes à qui nous nous adressons aujourd'hui d'être en mesure en fait de s'accepter, d'accepter la taille, l'image que j'ai? Comment on fait? Puisque vous avez un tout petit peu de l'expérience, c'est quoi le message qu'on peut donner à ces femmes-là? Mais je pense que ça prend une grande dose d'amour de soi. D'amour de soi, d'indulgence parce que juste en fait de prendre conscience que ces plateformes-là ont un impact sur comment je peux me sentir individuellement. Puis essayer de commencer tranquillement à départager tout ça. Okay. Nous, on parle beaucoup d'autocompassion, de s'aimer comme on est, okay. De s'envoyer un message positif. Ouais, vraiment. Puis de départager, c'est ça, ce qui appartient à ce monde virtuel-là qui n'est pas nécessairement vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Puis ensuite, de faire un travail sur soi. Parce que l'image, c'est pas tout. Comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi? Comment est-ce que ces images qui me sont renvoyées par les célébrités me font souffrir au fond? Donc, est-ce que c'est si bon que ça que est-ce que je peux les fréquenter, ces réseaux-là, un peu moins souvent? Est-ce que, ou différemment, tu sais, je vais plus aller m'orienter vers, là, je dis un peu n'importe quoi, mais est-ce que, moi, c'est plus le théâtre, bon, aller voir d'autres choses plutôt que d'encourager l'image toujours
l'image. Une image qui, dans le fond, est vide de contenant, contenu. Pardon. OK. Là, il y a juste une question qui me passe vite fait comme ça. Je veux parler, de l'enfance aussi. Est-ce que c'est lié parce qu'on s'entend que c'est pas juste un matin comme ça qu'on se réveille et puis on n'a pas du tout d'estime par rapport à notre propre personne. Toute notre vie, j'imagine à mon avis, en fait, qu'on bâtit une relation avec notre propre image. Mais Mm. est-ce que cela a tout à voir aussi de là où nous venons? Comment est-ce que notre entourage nous perçoit? Je parle de personnes qui sont comme établies comme étant des modèles. Je veux parler de parents, par exemple. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle à jouer dans tout ça? Je parlais de personnes si proches comme un frère, un grand frère, une grande sœur. Est-ce que toutes ces personnes-là ont un rôle à jouer par rapport à cette image corporelle ou la relation qu'on a avec notre propre corps et tout? Ben, c'est sûr que sans vouloir blâmer la famille ou peu importe, le fait d'avoir des antécédents génétiques en lien avec le trouble alimentaire dans la famille, ça peut être un facteur prédisposant. Une famille qui, par exemple, d'athlètes sportifs, ben là, par exemple, ça peut, on est plus à risque de développer un trouble alimentaire, mais je pense que la formule est la même pour tout le monde. C'est euh, de vouloir son propre bien-être, dans le fond, puis de vouloir s'intéresser à soi en tant qu'humain, en tant que personne à part entière, unique. Euh, puis, ouais, une grande dose d'amour de soi, je pense que c'est ça la Mais clé. est-ce que l'amour de soi, parce que là on en parle, l'amour de soi, les personnes qui nous regardent, est-ce que ça s'apprend? On apprend? Oui, on apprend. Ou comment? Comment on Est-ce apprend? qu'il faut absolument aller dans des hôpitaux pour pouvoir développer cet amour-là? Est-ce qu'il faut aller chercher du coaching? Est-ce qu'il faut regarder des vidéos de motivation? Est-ce qu'il faut regarder Vie au féminin? Pourquoi pas? Comment on fait en fait pour aller chercher cet amour de soi? Et je crois que ça va peut-être être la dernière question parce qu'on Oui. va bientôt finir. Oui. En thérapie, ce qu'on apprend, dans le fond, c'est de commencer par s'intéresser à nos émotions. OK. Donc, on fait beaucoup de pleine conscience, de méditation, OK. qui, dans le fond, force la personne à se recentrer sur son intérieur plutôt que sur l'extérieur. OK. Donc, comment est-ce que dans mon corps je me sens? Est-ce qu'en faisant telle activité, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Ah, en prenant un bain, j'en remarque que ça me fait du bien, ça, je me sens détendue. Donc, on favorise des activités qui nous font sentir bien. Donc, OK. on va essayer de se fier à notre ressenti corporel, à nos émotions pour orienter notre vie. Versus les troubles alimentaires où est-ce que l'adoption de comportements souvent néfastes pour elles-mêmes, ben, ça leur faisait sentir pas très bien. Bien, mais dans un court laps de temps, puis c'était autodestructeur à la longue. Donc, nous, on essaie de leur dire, bon, mais observez dans votre corps. On commence par observer les émotions, observer les sentiments OK. pour voir, dans le fond, qu'est-ce qui fait du bien, puis qu'est-ce qui fait du bien et la voie à suivre, si je peux dire. Ouais. S'observer. Alors, nous sommes rendus presque à la fin. Pour une dernière chose, on dirait que c'est très important de s'observer si vous avez des problèmes au niveau de votre image corporelle, la relation que vous avez. C'est vraiment très important d'aller chercher de l'aide. Il y a de cliniques comme justement, on a parlé de l'Institut, en fait, en santé mentale, c'est vraiment important. Il y a aussi du coaching qui se donne partout. Il y a de vidéos, il y a tellement de choses qui peuvent vous aider. Donc, apprendre à vous accepter tel que vous êtes, c'est vraiment important. Chacun de nous est unique et ne jamais l'oublier. Moi, oui. Oui, j'allais juste dire, pour celles qui ont des questions, il y a toujours le centre au CLSC, vous pouvez vous référer à votre CLSC. L'accueil psychosocial, le travailleur social va vous accueillir, puis il est prêt d'enfin vous écouter, puis il est là pour vous. Exactement. Merci beaucoup, merci Alexandra, merci vraiment, merci de cet apport, d'apporter votre expérience en fait, et puis d'encourager les femmes surtout qui ont un problème d'image de soi. C'est vraiment important, c'est une réalité dans notre société. Écoutez, merci à vous qui nous avez suivis, merci infiniment. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de liker, un petit pouce de j'aime pour Vie au féminin, de partager vos vidéos. Et si aussi vous voulez tout simplement partager votre histoire, votre témoignage avec nous, n'oubliez pas, écrivez-nous sur info@vieauféminin.com. On va écouter votre histoire et oui, vous savez, en parler, c'est s'entraider. Et je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Merci.